je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un regard relativement de sympathie sur ces gens-là. On ne fait pas briller trop le fric, on vit bien, d'accord, ça s'arrête là. On s'est rendu compte, évidemment, qu'on ne pouvait pas les arrêter en flagrant délit. Il s'agissait clairement d'arrêter une bande de braqueurs sous pression qui venait d'empocher un gros butin et qui rentrait le mettre à l'abri à la maison. On peut dire que c'était une superbe équipe. On bouge pas! On bouge pas! Nous avons des renseignements, il était 9 h ce matin, un fourgon des PTT pénètre dans la cour de la poste centrale de Strasbourg. Il transporte 8 sacs contenant les pensions, rentes et salaires de plusieurs milliers de personnes, au total 11 600 000 francs, soit plus d'1 milliard ancien. Le déchargement s'effectue normalement jusqu'au moment où 6 cambrioleurs interviennent et s'emparent du chargement. Sur place, quelques dizaines de minutes plus tard, les principaux témoins continuaient leur travail. La Poste a perdu 1 milliard. Le 30 juin 1971 a donc lieu le hold-up de l'hôtel des Postes de Strasbourg. Le butin est phénoménal. Pour la première fois en France, les médias vont utiliser le terme de casse du siècle. Mais pour la police, l'affaire est et restera un véritable casse-tête. Le casse de Strasbourg fait en réalité partie d'une extraordinaire série de hold-up, commis par une seule et même équipe. Un groupe d'hommes qui allait porter le braquage à un niveau jamais atteint jusque-là en France. Pour savoir qui étaient ces hommes, il faut se rendre à Lyon. Dans les années 70, Hubert Nivon a été condamné pour 2 hold-up commis sans aucune violence sur les personnes. Complètement réhabilité en 1981 par la Cour d'appel de Lyon, il a autrefois côtoyé les auteurs du casse de Strasbourg. Dans un livre paru en 2003, il revient sur ce hold-up retentissant. Alors il est bien évident que pour une équipe de casseurs à l'époque, Strasbourg c'est vraiment l'apothéose, hein. C'est le maximum qu'on puisse faire, quoi, hein. C'est l'aboutissement de toute une histoire, parce que peu de gens ont réussi à faire une chose pareille, quoi, hein. Surtout le réaliser dans des conditions extraordinaires, parce que la préparation a été bien faite, la réalisation aussi, pas de violence, rien du tout, le butin était important, la fuite s'est très bien passée, et en plus ils ne laissent derrière eux aucune trace, rien. Un petit peu comme si des fantômes avaient réalisé le hold-up, quoi, hein. Au début des années 80, La Traque, un téléfilm en 4 épisodes, retrace habilement le casse de Strasbourg et met en scène l'histoire de cette équipe de fantômes cambrioleurs. Aujourd'hui encore, les séquences de La Traque font référence, tant leur similitude par rapport aux faits réels est grande. Mais si Strasbourg sert de point de départ à la fiction, c'est du côté de Chambéry, quelques mois avant le casse du siècle, qu'a réellement lieu ce qui devait être le premier braquage commis par cette équipe de gangsters. Ces garçons connaissaient admirablement les lieux. En effet, le fait a été confirmé par une femme de ménage employée au PTT qui a remarqué que ces garçons, ces 2 malfaiteurs, âgés de 35 à 40 ans, étaient dans les lieux, étaient dans la place depuis très exactement 1 semaine. Et lorsqu'ils ont pris... Le casse de Chambéry, c'est un butin national record, quoi. L'action va durer, mettons, quelques minutes, le temps de faire jouer l'effet de surprise, hein. Donc on va immobiliser, tétaniser les convoyeurs, le but étant d'éviter les armes, l'usage des armes. Cela dit, attention, ils sont quand même enfouraillés, ils ont un armement très lourd, mais qui est surtout là pour tétaniser, pour impressionner, pour éventuellement s'en servir si ça dégénère. Mais le but, c'est de justement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accrochage. Et c'est vraiment le prélude de ce qui va se passer pendant 4 ans. Le hold-up de Chambéry laisse alors les policiers perplexes. Ces derniers l'ignorent encore, mais ce braquage est une sorte de répétition générale de ce qui doit être un véritable coup d'éclat. Nous sommes ici devant la poste centrale de Strasbourg
Et c'est par cette porte que sont entrés et sortis, le 30 juin 1971, vers 9h du matin, les auteurs du hold-up du siècle, de ce qu'on a appelé le hold-up du siècle à l'époque. Alors cette porte, bien entendu, a une importance capitale, puisque c'est ce qui a permis d'entrer dans la poste sans se faire remarquer. Ça avait nécessité une préparation très longue. Environ un mois avant l'opération, donc 2 hommes sont entrés ici, par la porte principale. Hein. Ils ont démonté la serrure. Ils ont enlevé la partie de la serrure qui correspondait à la clé, ils ont enlevé tout le mécanisme et ils l'ont remonté de façon à ce qu'on puisse ouvrir cette porte avec n'importe quelle clé. Comme personne n'a vérifié derrière, ils sont entrés par là avec leur clé, ils sont ressortis avec leur clé. Et si quelqu'un entre-temps avait dû vérifier si la porte fonctionnait, ben, il n'y avait pas de problème puisque n'importe quelle clé pouvait ouvrir. Donc le directeur, le chargé de sécurité aurait pu vérifier et voir que la porte fonctionnait bien, alors qu'en fait tout le monde pouvait l'ouvrir. Voilà, donc ils avaient emprunté des outils de serrurier, tout ça, et au postier qui leur demandait ce qu'ils faisaient là, dans leur tenue, ben, ils disaient qu'ils étaient venus simplement réparer les serrures, comme le leur avait demandé la direction de la poste. « 15 mois d'observation et de préparation vont leur être nécessaires pour tenter ce qui doit être un hold-up parfait. À 5 reprises au moins, 3 membres du commando vêtus de bleu de travail s'introduisent dans le bâtiment. Chaque couloir, chaque porte est ainsi repérée et testée. L'un d'entre eux se laissera même enfermer après la fermeture de l'établissement. Équipé d'une corde, il effectuera une descente en rappel d'une des façades du bâtiment afin d'accéder à un niveau dont l'accès leur a jusque-là échappé. Le 30 juin 1971, un peu avant 9h, 5 hommes portant des sacs de sport s'introduisent dans l'hôtel des postes de Strasbourg par une petite porte latérale. Et puis on a embarqué les sacs là-dessus. Oui. Les policiers étaient là devant avec le trésor qui était en face là, aussi la camionnette du trésor. Puis le chargement s'est bien passé. Après on est rentré à l'intérieur, on a tout bouclé l'intérieur, on a fermé, on a arrêté le monte-charge et tout. Et puis ma foi, on est allé à l'intérieur, entièrement à l'intérieur. Afin de protéger leur fuite et de retarder d'éventuels poursuivants, un des braqueurs glisse un emballage de bonbons dans la serrure. L'équipe des cambrioleurs disparaît aussi rapidement qu'elle était apparue. Les braqueurs semblent s'être littéralement volatilisés. Jusqu'à aujourd'hui, leur fuite était restée un vrai mystère et le mode opératoire tenu secret. Ils avaient acheté un camion d'occasion, un camion-citerne. Et ce camion, ils l'ont aménagé, ils l'ont nettoyé, mis en état, etc. Et ils sont allés le garer un petit peu plus loin que Strasbourg, dans la tente, avec un chauffeur dedans. Et donc, quand les gens sont sortis de la poste, ils sont montés dans l'estafette. De l'estafette, ils ont rejoint à Plopstein 2 ID-19, dont une ambulance. De ces ID-19, ils ont rejoint le camion un petit peu plus loin. Et là, il y en a un qui a pris le volant du camion. Et les 7 autres sont montés dans la citerne. Et de là, ils sont partis. Donc, ils sont passés par Saint-Dié, dans les Vosges, et en redescendant, en empruntant les routes du Jura, les petites routes, enfin, etc., pour rejoindre Lyon. Voilà, tout simplement. Ils sont arrivés à Lyon dans leur camion, à l'intérieur de leur camion. L'enquête s'annonce donc très difficile. Les seuls éléments dont dispose la police sont les véhicules abandonnés par les braqueurs et un paquet de bonbons Tritz retrouvés dans la serrure. Quelques mois après le hold-up de Strasbourg, une étrange série d'attaques à main armée attire l'attention des hommes du commissaire Richard, du SRPJ de Lyon. On avait enregistré depuis le début 70 un nombre considérable de vols à main armée, tous effectués avec une grande détermination, un important armement, et qui, à chaque fois, avaient utilisé des fourgonnettes Renault, à l'époque appelées des estafettes. Le service régional de police judiciaire de Lyon était donc particulièrement sensibilisé sur toutes ces affaires
Et le point d'orgue se situe en août 1971, où les gendarmes de Bourg-en-Bresse reçoivent un coup de téléphone de quelqu'un leur disant « On a pris assez de pognon comme ça, maintenant on part en vacances, mais on est obligé de laisser une estafette devant telle banque, allez la chercher parce qu'il y a des armes dedans et on ne veut pas que des enfants viennent se blesser. » Ouvrez une estafette sur le parking, en face de la poste. Allez-y vite, elle est bourrée d'armes. Si des gosses jouent avec, ça peut être dangereux. Qui vous êtes, monsieur? Moi, je pars en vacances, alors j'ai pas le temps. Et qu'est-ce que ça veut dire? On éclate de rire et on raccroche. Les gendarmes se rendent devant la banque en question à Bourg-en-Bresse. On découvre une estafette et alors là, c'est une véritable fourgonnette atelier comme en ont les plombiers, sauf qu'il s'agit là de râteliers pour armes, les munitions, on a même des bombes d'air comprimé avec des produits de façon à vite réparer un pneu provisoirement s'il a été atteint pour une raison ou pour une autre et qu'il est crevé. On a des fausses moustaches, on a des fausses lunettes, des masques, et y compris évidemment la pharmacie d'urgence. Enfin bref, un ensemble d'objets que l'on ne trouvait à ce moment-là jamais. Et donc, ça a été d'abord le gang des estafettes, puisqu'on n'avait pas de nom derrière. Nous sommes certains qu'il est mort. C'est-à-dire que l'inculpation de séquestration va être modifiée par une inculpation de... C'est à ce moment-là que le juge François Renaud commence à s'intéresser à l'affaire. À cette époque, Lyon connaît des heures sombres, et les affaires judiciaires qui secouent la ville entraînent l'arrivée de nouveaux policiers au commissariat central de la rue Vauban. Georges Nicolai a alors 30 ans lorsqu'il arrive à Lyon. C'était une ambiance délétère, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on n'avait jamais vu un tel degré de banditisme sur la ville de Lyon et sur les environs. À tel point que des journalistes étrangers, venus en reportage, avaient qualifié Lyon de capitale du crime. Donc, série de hold-up, affaires de proxénétisme, raquettes, enlèvement d'enfants. Vous aviez en face une police qui était quand même diminuée. Diminuée, pourquoi? Parce qu'il y avait des affaires retentissantes dans lesquelles la police urbaine avait été impliquée, où des policiers avaient été accusés de proxénétisme. Donc on se retrouvait avec une police très affaiblie et de nouveaux cadres qui arrivaient, de nouvelles équipes de policiers qui arrivaient et qui connaissaient peu cette ambiance et ce milieu. Donc beaucoup de travail. Et c'est pourquoi, pendant un certain temps, nous avons piétiné, nous n'avons pas de résultats. Le 5 février 1972, sur le parking d'un supermarché situé à Vénissieux, à l'est de Lyon, 5 hommes puissamment armés attendent, dissimulés parmi les clients. Leur idée est de braquer les convoyeurs de fonds qui s'apprêtent à transporter la recette du magasin. Donc ils avaient convenu d'un code entre eux, donc des codes avec l'estafette, quand ils voyaient les convoyeurs sortir du premier étage en haut. Manque de chance, un des convoyeurs était bien descendu en bas, mais l'autre était encore sur les marches. Donc il a immédiatement compris qu'il s'agissait de hold-up, en voyant le fusil du jeune Chavel, et il a pris son arme et il a tiré sur Chavel. Voilà, donc il a tiré 5 fois avec un 9 mm, et Chavel a été touché à l'épaule, la balle a traversé, et donc pour se sortir d'affaire, Chavel a tiré 3 fois avec son fusil à pompe, et il a tiré en l'air, parce que s'il avait voulu toucher le convoyeur, il aurait pu le faire très facilement, hein, il était à 5-6 mètres de lui. Pour la première fois, les membres du commando ont ouvert le feu. Ils ont volontairement tiré à côté des convoyeurs, mais une balle de 9 mm tirée par un de ces derniers a traversé le bras gauche, puis le ventre d'un des braqueurs, sans néanmoins causer de dégâts irréparables. L'homme sera soigné sommairement dans un appartement du centre-ville de Lyon, et il s'en tirera, malgré de longues souffrances. Le lendemain du casse de Carrefour Vénissieux, qui a rapporté à ses auteurs la somme de 1,7 million de francs, un événement décisif va se produire, pourtant d'apparence anodine. La scène se déroule en banlieue de Lyon, dans une zone isolée. Une estafette, suivie d'un coupé BMW, stationne sur le bord d'un chemin.
3 hommes discutent, quand soudain, une patrouille de police, intriguée par la présence des véhicules et des hommes, décide d'effectuer un contrôle. Les occupants de l'estafette ont à peine le temps de partir, mais un 3e homme reste sur place. Les policiers ne le savent pas encore, mais ils ont devant eux quelques-uns des braqueurs de Vénissieux, venus là se débarrasser de l'estafette ayant servi au hold-up. Les policiers contrôlent l'individu qui est en règle, mais notent toutefois son nom. Tiens, je me note ça dans un coin, tu me contrôles, tu me notes. Edmond Vidal, Edmond. Les semaines passent. L'enquête piétine, faute d'indices. Quand soudain, une affaire tout à fait inattendue va mettre les policiers sur les traces du gang. Un petit truand se faisant passer pour quelqu'un d'autre essaie de négocier avec nous une affaire importante de drogue dans l'espoir de percevoir la prime qui allait toujours avec grâce à l'administration des douanes. Et j'arrive à convaincre cet individu que c'était tout simplement un escroc, et comme je n'étais pas particulièrement content, il a le choix, mais un choix extrêmement rapide, entre le fait d'être poursuivi et condamné, ou de me donner des renseignements importants sur une affaire, alors que moi, je viens d'arriver à Lyon. Et cet individu, extrêmement troublé, finit par me dire « L'affaire du carrefour de Vénissieux, ça vous intéresse ?» Et je lui réponds évidemment que oui, ça m'intéresse. Et à ce moment-là, il me dit « C'est pas grand-chose, je sais vraiment pas grand-chose, mais celui qui a fait ça, c'est Momon. » Et je dis « Momon, c'est qui Momon ?» Eh bien, me dit-il, c'est Momon le ferrailleur. Et je dis « Il n'était pas tout seul. » Il dit « Je ne connais que le surnom d'un de ceux qui l'accompagnaient, c'est un nommé Pipeau. » Les noms qui ont été balancés nous ont surpris parce que c'est pratiquement la première fois. Mais enfin, Momon avait déjà été impliqué dans des affaires dans le centre de Lyon. Il avait commis quelques petits larcins. Il était peu connu, mais on ne pensait jamais qu'il avait une telle envergure et qu'il allait reconstituer une équipe capable de telles exactions. Et on constate en particulier qu'ils font preuve de la plus grande prudence pour se rencontrer. Mais on constate aussi qu'ils ont certains itinéraires. Nous avons découvert un jour qu'ils allaient en direction de l'église de Tassin-la-Nuit-Lune, et juste auprès de l'église, vous avez un square, et là, 2 personnes sont assises, bien tranquilles, un homme d'un certain âge, qu'on ne connaît pas a priori, qui discute avec Momon Vidal. On les laisse partir, on suit la personne inconnue, et nous identifions Joanny Chavel, bien connu de la justice, mais qui se tenait tranquille depuis quelques années, qui était adjudant en Algérie, chef de commando, et par conséquent, on loge, comme on dit, Joanny Chavel. Et on va continuer à poursuivre nos investigations jusqu'au moment où nous allons établir un certain nombre de membres de ce groupe, d'environ 6 personnes qui se voient sans arrêt et qui surtout disparaissent brutalement pour 48 heures. On n'entend parler de rien, il n'y a pas de hold-up. Et on revoit leur voiture revenir, souvent pleine de boue, et on se demande bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Une nouvelle équipe de gangsters est en train de se dessiner aux yeux des enquêteurs. Si les profils paraissent nouveaux, le gang trouve pourtant son origine auprès de 2 personnes bien connues des services de police de l'époque. Ce sont des personnages à la très forte personnalité. Le plus ancien d'entre eux, c'est un gars qui s'appelle Pierre Pourrat,
qu'on appelle le docteur en raison de sa prestance, en raison aussi de sa manière de calculer les choses. Donc Pierre Pourrat va commencer une carrière de braqueur, de voleur, surtout de cambrioleur très rusé, et peu à peu va s'intégrer au milieu lyonnais des années 60. Il va travailler un temps avec un gars qui s'appelle Pierre Raymond, qui est un gars du milieu assez violent, assez dur. Il va s'en séparer parce que le gars est trop violent à son goût, mais disons que Pierre Pourrat va faire ses armes dans ce contexte-là. Deuxième personnage important en prélude de l'histoire du gang des Lyonnais, c'est Joanny Chavel, dit Gros Jeannot. Et Chavel, lui, est originaire d'un milieu agricole en ce qui le concerne. Il va naître dans la région de Villefranche-sur-Saône et le jour des fameuses classes de Villefranche, les vagues, le jour de ses 20 ans, il va décider de s'embarquer pour une carrière militaire pour la guerre d'Algérie. Pour développer cette activité de braquage, les Pourrat, les Chavel vont recruter. Et ils vont recruter des jeunes, notamment des jeunes qui montent, et un certain Edmond Vidal. Voilà. Edmond Vidal qui est tombé en prison pour des broutilles, qui a fait des connaissances très solides en prison, notamment Jean-Pierre Gandeboeuf, Christo, qui va être son ami pour la vie. Et donc, sorti de prison, Vidal va être un petit peu comme ça, entre deux trajectoires, et il va être recruté dans ce cadre-là. Il va être recruté au départ comme chauffeur du gang, de ce qu'on commence à peine à appeler le gang des Lyonnais. Et donc on peut dire que véritablement le gang des Lyonnais va naître à la toute fin des années 60, 1960, début 70. On a vraiment en germe le gang des Lyonnais avec un tout petit groupe, Pourrat, Chavel, Vidal, un caïd aussi qui s'appelle Nicolas Caclamanos, qui est un caïd assez connu de l'époque. Donc on a vraiment là un petit groupe qui sont les précurseurs du gang des Lyonnais. Il était pratiquement impossible d'exercer des filatures sur eux parce qu'ils avaient d'abord des voitures surpuissantes, beaucoup plus puissantes que les nôtres, qu'ils étaient super méfiants. Et évidemment, par exemple, ils attendaient le feu orange pour redémarrer, ils s'arrêtaient en plein milieu d'une rue, ils faisaient demi-tour, donc pratiquement impossible. Devant l'ampleur de cette équipe, on a fait appel à nos amis parisiens, à l'Office central de la répression du banditisme, qui sont venus, qui étaient des spécialistes de la filature, de la surveillance, de l'interpellation. Et c'est pourquoi donc, nous avons réuni nos deux forces pour affronter cette équipe de malfaiteurs. On a mis tous les moyens. C'était l'époque des premiers micros. On bricolait des postes FM et évidemment on arrivait avec des sifflements dignes des postes de la résistance à capter le micro, et puis il fallait être à bonne distance, etc., etc. Mais évidemment, c'est des techniques qu'on a utilisées. Encore une fois, ça ne me gêne pas du tout de les évoquer parce que c'est un peu Jurassic Park, ces techniques. Mais à l'époque, elles étaient nécessaires et elles étaient productives. Pas toujours. Début 1972, 2 événements consécutifs viennent bouleverser l'enquête. Le 5 avril, les policiers lyonnais sont contactés par leurs collègues de Strasbourg. D'après un de leurs indicateurs, le casse de l'hôtel central des Postes a été effectué par une équipe de Lyonnais. Fin juillet, c'est au tour d'un autre informateur, lyonnais celui-ci, de parler. Ce sont bien des Lyonnais qui ont fait Strasbourg. Pour étayer ses dires, l'indique précise qu'ils ont alors mangé des sucreries trouvées dans une estafette ayant servi au hold-up. Il donne même la marque des bonbons, des Tritz, les mêmes que ceux retrouvés dans la serrure de la poste de Strasbourg. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Ce détail, connu des seuls policiers, leur confirme l'implication de l'équipe qu'ils sont en train de pister. Ils pensaient tenir les auteurs du casse du carrefour Vénitieux, ils tiennent maintenant les auteurs du casse du siècle. Mais les enquêteurs sont encore loin d'imaginer l'ampleur de l'activité de cette équipe, qu'ils appellent désormais le gang des Lyonnais. La surveillance se resserre encore. Les écoutes, les photos, les filatures conduisent les policiers à identifier tous les membres du gang. Mais une chose attire leur attention. Tous sont pratiquement inconnus des services de police et tous sont issus d'une petite ville en banlieue de Lyon, Dessines.
C'est une ville qui a une particularité qui va croître sur une industrie, sur ce qu'on appelle l'industrie de la soie. C'est-à-dire que Lyon est très connu pour la fabrication du tissu de la soie, mais avec des méthodes ancestrales, les cocons, etc. Et à l'époque des années 60, il va y avoir une mutation industrielle de la soie avec des méthodes, des teintures, des méthodes chimiques qui font que des industries, des usines vont se développer. Progressivement vont arriver des populations d'origine arménienne. Il y a des Grecs aussi qui vont emprunter ces mêmes chemins de l'immigration et une communauté gitane aussi assez forte. Et dans les années 50, l'abbé Pierre va créer une cité d'urgence, c'est-à-dire des petits chalets d'hébergement qui vont donner lieu à ce qu'on appelle à Dessines le terrain, c'est-à-dire un camp de gitans qui va devenir assez important. Et tous les enfants de cette génération-là vont partager les bancs de l'école qu'on appelle l'école de la soie. Et tous les membres du gang de Lyonnais vont être à la même école, à l'école de la soie à Dessines. Les amitiés qui vont se lier à cette époque-là vont être des amitiés indéfectibles. Ils vont être soudés comme les doigts de la main. Ensuite, quand certains d'entre eux vont rentrer dans le banditisme, et ben cette amitié-là, elle va être inoxydable. Si Dessines est le fief du gang, le milieu lyonnais est à cette époque tenu par un parrain, Jean Auger. Personnage énigmatique, à l'élégance trompeuse, Auger est à la croisée de deux univers, le grand banditisme sur lequel il règne d'une main de fer et les affaires politiques dans lesquelles il s'implique, comme représentant local du SAC, le service d'action civique. En tant que parrain, Auger a jusqu'alors prélevé une sorte de dîme sur les butins des hommes de Dessines. Mais au début de l'année 1973, prétextant des problèmes d'argent, il sollicite un prêt de 500 000 francs auprès du gang, qu'il s'engage à rembourser sous 8 jours. Edmond Vidal et ses amis se consultent et acceptent de lui avancer cette somme. Les jours passent, puis les semaines, et Auger ne semble pas pressé de s'acquitter de sa dette. Il va faire croire que l'argent est investi et fructifié dans d'autres activités. Et en réalité, les jeunes gangsters vont s'apercevoir que l'argent a été placé. Jeanne Auger va leur dire « Écoutez, j'ai tout perdu sur un coup, je suis désolé, l'argent a disparu, c'est pas grave, on s'en remettra. » Sauf que les jeunes gangsters vont s'apercevoir que l'argent a été effectivement placé dans des établissements et que c'est lui qui se l'est attribué. Il va leur dire « Écoutez les petits, c'est pas grave. » Et là, il va y avoir une réaction très vive des jeunes gangsters lyonnais. C'est une déclaration de guerre interne qui se fait à travers cet épisode des 500 000 francs. C'est le parrain qui croit son pouvoir absolu et éternel. Et c'est des jeunes qui ont envie d'avoir leur place au soleil et qui n'acceptent pas ces méthodes-là, qui n'acceptent plus ces méthodes-là, qui n'ont pas du tout la culture du mélange politique. Auger appartient au SAC, fait des financements occultes. Et c'est pas du tout la culture des gars de Dessines. Donc là, il va y avoir un conflit de génération très très dur, très très fort, qui va finir par éclater ici dans cette rue. Et donc le 15 juin 1973, il vient disputer sa partie de tennis à Lyon Métropole, à Lyon Plage. Il ne remarque pas dans la rue, postée juste à cet endroit-là, une estafette qui planque et qui attend précisément son arrivée. Donc Jeannot pose sa voiture, il va sortir de la DS, rejoindre l'hôtel, donc il va traverser la rue et à ce moment-là, l'estafette va approcher de lui, la porte latérale va s'ouvrir, un premier coup de feu va partir, va le toucher, un deuxième malfaiteur va sortir de l'estafette et va vider un chargeur de 11,43 sur Jeannot Auger qui va s'écrouler contre un mur ici. Des balles de 11,43 et un chargeur vidé, ça veut dire qu'on a véritablement voulu abattre la figure tutélaire, quoi. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est une véritable prise de pouvoir, c'est un putsch. Edmond Vidal et ses copains d'enfance, c'est eux, le 15 juin 1973, qui prennent le pouvoir au sein du gang des Lyonnais. Auger avait sous-estimé les hommes du gang des Lyonnais, notamment ce gitan de Dessines, qui n'était autrefois qu'un simple chauffeur et qui est maintenant devenu leur chef, Edmond Vidal. La mort d'Auger bouleverse les codes du milieu lyonnais et déclenche des règlements de compte en série. Dans les 2 ans qui suivent, près de 30 personnes disparaissent de manière violente. C'est aussi le moment pour les membres du gang d'investir les énormes sommes d'argent qu'ils ont amassées. Alors que la plupart d'entre eux le font de manière discrète, afin de ne pas attirer les soupçons, l'un d'entre eux, Johanny Chavel, achète le château de Fléchère, immense propriété dans laquelle il donne de fastueuses réceptions. Faut être
complètement idiot quand on est gangster et qu'on gagne son argent illégalement pour s'acheter le château de la Fléchère. Il faut être idiot pour penser qu'on pourra dissimuler l'origine de ça ou qu'on pourra trouver quelque origine admissible. Bon, et Chavel, ben, c'est un peu Monsieur le Troadec saisi par la débauche, hein. Il a plus rien compris